citoyenne sur les victimes des faits indésirables et sur les Covid longs. Diapo suivante. José, peut-être avec la flèche, ce sera peut-être plus rapide. Ouais. Alors, on va vous rappeler les raisons d'être de cette rencontre. Je vais mettre en bas parce que j'aime pas être en haut, parce que je vois pas bien en plus. Ouais. Hop. Alors, il y a 4 raisons d'être en fait. La première raison d'être, c'était un devoir de mémoire pour ne pas oublier, pour mieux aider. En fait, c'est ne pas oublier ce qu'on a subi pendant les années Covid, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a imposé comme réflexion, et sur cette participation à un essai clinique qui n'a pas été dit à juste titre. Et donc, c'est ne pas oublier ceux qui ont été victimes de ces effets indésirables et ceux qui ont été victimes d'une discrimination quand on les empêchait de travailler. La deuxième, c'est quelque chose c'est très important. En fait, on s'en rend pas compte actuellement, mais dans les procédures qui sont en cours avec le Conseil national de l'ordre, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on est des officiers de santé publique avant tout, ou est-ce qu'on doit préserver notre indépendance de prescription et de réflexion, mais on y reviendra au cours de la rencontre. La troisième, diapo suivante. José, diapo suivante. Pardon. Alors ça, c'est quelque chose qui m'inquiète moi en tant que médecin et en tant que citoyen, c'est l'éruption de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. En fait, on nous vante, comme pour le Covid, que le Covid, c'était la vaccination, solution miracle. Hein. Là, on nous vante que l'intelligence artificielle, c'est la solution miracle dans tous les domaines. Or, vous verrez que c'est pas si simple que ça, bien au contraire. Et ce qu'on voudrait au cours de la rencontre, c'est qu'on puisse essayer de permettre qu'il y ait un vrai débat citoyen démocratique dans la société pour qu'on puisse débattre de cette éruption de l'intelligence artificielle qui va complètement changer nos rapports si on n'y prend pas garde. En fait, c'est ça qu'on veut transmettre à la fin de la réunion, c'est en fait préserver, contribuer et transmettre une indépendance d'esprit et une liberté d'analyse critique à nos jeunes générations. Ça a été mis à mal, c'est encore mis à mal, et on souhaiterait que ça soit préservé. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une procédure au Conseil national de l'ordre des médecins. À travers mon expérience, c'est une expérience collective et c'est juste une démarche symbolique parce que les médecins qui ont été comme moi, qui ont essayé en fonction de leur expérience clinique et de leur intuition de soigner les gens, on est tous condamnés les uns après les autres à des mois d'interdiction. Et donc, on va vous expliquer comment se passe une procédure. La première procédure, il y a 3 niveaux de procédure, le conseil départemental, puis après on monte au conseil régional, et après on monte au conseil national de l'ordre des médecins. Au niveau du conseil départemental, le conseil départemental, premier niveau de procédure, des fois c'est un peu long, on va y arriver. Dans le département, le conseil départemental est composé de 20 médecins et 20 titulaires et 4 suppléants. Quand vous avez une procédure qui est engagée contre un médecin, un signalement ou une plainte d'un patient ou d'une collectivité ou d'administration, en fait, il y a une tentative de conciliation qui est faite en première instance. Si c'est le conseil de l'ordre local qui porte plainte, la plainte est directement transmise à la section disciplinaire de la région. Si la conciliation échoue, la plainte est directement transmise à la section disciplinaire du conseil régional. José, diapo suivant. Deuxième niveau, donc, c'est la section disciplinaire du conseil régional. Ah, tout va bien, pas de panique. On va y arriver. On est monté d'un cran là, mais c'est pas grave. On va redescendre d'un cran, repasser à la région, ce sera plus simple. Voilà. Donc la composition de la section disciplinaire du Conseil de l'ordre de région Centre. Moi, j'ai été jugé par 4 médecins et un juge administratif. Alors, à la fin alors, faut bien savoir qu'il n'y a pas d'échange quand on veut aller en section disciplinaire. C'est juste une présentation de votre part de vos argumentaires et on pose éventuellement des questions, mais il n'y a pas de débat. Après cet échange, là, il y a une sanction ou pas. Si la sanction vous paraît disproportionnée, eh bien, vous faites appel à la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre. Le Conseil national de l'ordre a aussi le pouvoir de faire appel à des décisions qui ont été faites par la section régionale s'ils estiment qu'elle est insuffisante. Ou vous ne faites pas appel si vous trouvez que finalement la sanction est adaptée à ce qu'on vous reproche. Donc, bien évidemment, nous, on a fait appel à la section du Conseil de l'ordre national. C'est le 3e niveau de procédure. C'est la même chose. Le médecin se présente, argumente sur ce qu'il a fait. Et donc, quand je suis passé devant la section disciplinaire du national, il y a 5 médecins qui sont élus et un juge administratif. La procédure. La sanction peut être infirmée, confirmée ou amplifiée.
Elle est applicable au bout de quelques mois, contrairement à la sanction du régional où elle est suspensive. Tant que vous n'êtes pas passé à la section nationale, vous pouvez continuer de travailler. À partir du moment où la sanction a été confirmée au national, vous avez 1 ou 2 mois. Une fois que vous avez une lettre recommandée, la sanction tombe. Et pour moi, ça tombe. Le hasard, c'était comme ça, aujourd'hui, le 1er février. Voilà. Diapo suivante. La flèche, José, c'est plus rapide. Alors, quels sont les griefs au niveau local? Ça a été le non-port du masque et les propos anti-vax. Première remarque que vous pouvez voir, je ne pourrais pas vous expliquer ce que c'est que les propos anti-vax. Je ne sais pas. Mais on peut entamer une procédure disciplinaire contre un médecin avec un terme générique, propos anti-vax. Pour le port du masque, je m'expliquerai après, la diapo suivante. La délibération du conseil départemental, bon voilà, on se réunit en séance plénière et on décide à la majorité de transmettre la plainte ou pas au régional. Voilà, ça reprend, c'est tout, c'est pas... Les articles du Code de la santé publique, on vous les a pas mis parce que c'est un peu fastidieux, mais vous pouvez les retrouver sur le site de l'association. On a tous mis les documents sur le site de l'association et vous pouvez aller les chercher et les lire. Non, j'ai pas envie. Par ici, c'est mieux pour la dame. Voilà. C'est ça quand on n'a pas l'habitude, on n'est pas... Diapo suivante, José, tu peux cliquer. Tu veux que je le fasse comme ça? Alors, là, c'est des motifs qui ont été de patients qui ont envoyé des doléances. C'est pas des plaintes. Les patients n'ont pas apporté plainte. Bien que vous sachiez, il n'y a aucun patient qui a porté plainte. Simplement, il y a des doléances. Du non-port du masque. Bon, vous les lisez. Diapo suivante, José. Voilà. J'ai expliqué la gravité. Pour chaque patient, j'assume. J'ai expliqué à chaque patient ce que moi je constatais au niveau de l'épidémie Covid, ou ce que je ne constatais pas. On va y revenir après. Pour que les gens se posent. Et j'ai expliqué effectivement pourquoi je n'avais pas le masque. Ça a été rapide, les amis, c'est pas. Là, c'est une de plus. Bon, ça m'a fait sourire parce qu'en fait, il s'est marqué, il était dans son bureau. Enfin bref, il m'a dit qu'il faut enlever mon masque et que je ne risquais rien. C'est en partie vrai puisque j'avais eu le Covid mi-décembre et encore en partie immunisé. Moi aussi, j'avais eu le Covid, donc j'étais aussi immunisé. C'est ce que j'ai expliqué. Il n'y a rien de péjoratif dans mes propos. C'est juste que parfois, vous verrez après, il y a pas au suivant, José, qu'il y a parfois une certaine violence dans les termes exprimés. Voilà. Là, c'est pareil. C'est une lettre annexée au Conseil national de l'ordre des médecins. Le Conseil de l'ordre, il est vrai, a été patient avec moi, faut le savoir. Le Conseil m'a envoyé 4 lettres. À chaque fois, j'ai expliqué pourquoi je continuais à expliquer mon comportement. Là, c'est la violence des propos, c'est la dernière phrase, par exemple, diapo suivante. Voilà. Bon, pour examiner une gorge, il faut que j'enlève le masque. Ça paraît logique. Diapo suivante. Et donc, c'est ça la violence des propos, ce comportement de la part d'un médecin totalement irresponsable. Ouais, bon. Diapo suivante. Alors, j'ai expliqué que en début 2020, j'avais eu le Covid. Et donc, pour moi, la lecture du visage des patients et la lecture des patients de mon visage était quelque chose d'important dans une déroulée d'une consultation, voire primordial. Et qu'à partir du moment où j'avais eu le Covid, je pouvais pas le transmettre et je pouvais plus l'avoir. Et donc, j'ai estimé et proposé à chaque consultation, je propose au patient, c'est la fin, je propose au patient de garder ou d'enlever son masque et je propose de mettre le mien s'il le souhaite et j'explique s'il a besoin le sens de mes propositions. Tous ceux qui sont venus, peuvent constater qu'effectivement, c'est ce que j'ai fait. Si quelqu'un voulait que je mette le masque, ça ne me posait pas de problème particulier. Si quelqu'un voulait le garder, évidemment qu'il le gardait. J'ai jamais imposé d'enlever un masque. Et spontanément, quand il y avait des personnes fragiles, je mettais un masque. Voilà. Dans le contexte, je comprends que les gens aient pu être choqués, heurtés, parce que c'était pas du tout ce qu'on répétait dans les années 2020 et 2021. Donc je comprends que ça puisse heurter. Diapo suivante. Là, j'ai expliqué aussi à mes confrères que je donnais des informations sur les vaccins. Parce qu'en fait, les propos anti-vax, c'était peut-être ça. Et donc, j'ai expliqué qu'il était normal pour moi que de préciser aux patients qui participaient à un essai clinique avec une nouvelle thérapie et d'expliquer le fonctionnement de cette nouvelle thérapie, on y reviendra. Et que surtout, on était en essai clinique juste en 2023 pour Pfizer, 2023 pour AstraZeneca et 2024 pour
Janssen. C'est extrait de leur document officiel. Moi, j'ai rien inventé. Simplement, j'estimais qu'il était nécessaire que les gens soient au courant. Parce qu'on ne peut pas imposer aux gens de participer à un essai clinique contre leur gré. C'est les lois internationales. La Convention d'Oviedo et le Code de Nuremberg qui portent bien son nom. On ne voulait pas que le médecin nazi qui avait fait des expérimentations dans les camps se reproduise. Parce que les médecins nazis ont dit, attendez, les officiers de santé publique, on a obéi, nous, parce qu'a dit le gouvernement. On est responsable de rien. C'est pour ça que ça s'appelle le Code de Nuremberg. Et donc, participe bien à la délivrance d'une information nécessaire pour permettre le consentement libre et éclairer les patients. Moi, je voulais éclairer les patients, tout pour participer à ça, et qu'ils puissent choisir. Bon, ça n'a pas été le cas, on n'a pas pu choisir. Mais n'empêche que moi, ce que je voulais faire, c'était ça. Libre, vous voyez ce que ça veut dire, et éclairé, on est informé. Je ne suis pas sûr que en France et dans le reste du monde, on ait informé tous les patients quand on a injecté le produit, qu'on était en essai clinique, et qu'il y aurait des effets indésirables, que c'était une nouvelle thérapie. Mais par contre, c'est moi qui ai été devant le Conseil de l'ordre. Je reproche à personne, mais moi, j'ai expliqué en fonction de ce que je pensais et ce que je savais. Diapo suivante. Là, alors oui, ça c'est. Ce qui est assez particulier, c'est quand vous êtes dans une procédure, l'ordre peut le faire. On peut rajouter un grief au cours d'une procédure. Quand vous avez un excès de vitesse, vous êtes sanctionné pour un excès de vitesse. On va pas vous dire, monsieur, il y avait un phare qui manquait. Donc, on rajoute le phare qui manquait. Non, on vous juge sur l'excès de vitesse. Là, on a rajouté dans la procédure un nouveau grief que le juge a tout à fait le droit de prendre en considération. C'est ce qui a été expliqué. Et donc, entre le régional et le national, on a rajouté les prescriptions d'ivermectine et d'azithromycine, médicaments que le Conseil a estimé insuffisamment éprouvés, mais je m'en expliquerai tout à l'heure. Diapo suivante. Ça, c'est pour me faire plaisir. Pour me rappeler que j'ai prescrit beaucoup d'ivermectine et d'azithromycine. Là, c'est la décision du Conseil national de l'ordre, qui dit effectivement que je n'ai pas mis de masque. Donc, j'ai fait prendre des risques aux gens. C'est son interprétation, on a le droit. Moi, j'ai rien à dire. Diapo suivante. Pareil, c'est la même chose. Alors, le Conseil de l'ordre, par contre, national, la section disciplinaire. Diapo suivante. Vas-y, José. Ça, c'est intéressant. En fait, ils ont estimé qu'on ne pouvait pas prouver ce que j'avais dit dans les consultations parce que c'était un lieu public et on ne pouvait pas prouver que j'avais tenu des propos anti-vax ou outranciers à la politique menée par les autorités. Mais on ne précise toujours pas quels auraient été les propos outranciers. Et je suis incapable de vous l'expliquer au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, on a enlevé dans la procédure ce grief et on a validé à la fin, diapo suivante, José. Diapo suivante, ça présente peu d'intérêt. Or, AMM, ça veut dire qu'on peut prescrire des médicaments qui ne sont pas autorisés par l'Agence des médicaments dans des circonstances particulières. Tous les médecins le font, et donc tous les médecins continueront à le faire parce qu'on peut être amené à le faire. Voilà. À partir du moment où il n'y a pas d'alternative thérapeutique et qu'on estime que c'est important pour le patient. Mais on informe bien évidemment le patient. Alors, on va maintenant repartir du fil rouge sur les reproches qui m'ont été faits. Mais pour comprendre les reproches qui m'ont été faits et pourquoi moi j'ai pu informer les gens, il faut définir des notions qui sont importantes. Une épidémie, une pandémie. Une épidémie, c'est une infection qui est localisée dans un territoire et sur une courte période. Une pandémie, c'est une infection qui est localisée sur un territoire au début, mais qui va s'étendre au reste du monde dans une période variable. Le VIH, par exemple. Et ce qui est curieux, c'est que l'OMS, en 2009, a changé, en fait, les critères de définition de l'épidémie. Ils ont enlevé une spécificité qui était la morbidité et la mortalité. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte de la mortalité ou de la morbidité pour dire qu'une épidémie est grave ou pas, ou qu'il y a une épidémie. Et donc, en 2009, Gérard Barbes, qui était député, membre de la commission d'enquête sur la grippe A, la grippe H1N1, a expliqué qu'on nous condamne, que l'OMS nous condamne à une alerte sanitaire mondiale. Ouais, on peut effectivement déclencher des alertes, en fait, beaucoup plus facilement qu'avant. Et ça a été prouvé aussi pour le H1N1, parce qu'en fait, on a déclaré une alerte, on y reviendra. Mais à l'époque du H1N1, on avait déjà émis des critiques, parce qu'en fait, c'est pas difficile de voir comment les épidémies se répandent dans le monde. Vous prenez l'hémisphère sud, ça démarre là, puis après ça vient chez nous. Et pour la grippe aviaire, en fait, c'était pas compliqué de s'apercevoir que c'était pas grave. La seule différence avec l'épidémie du Covid, c'est qu'à cette période-là, les élus ont fait leur travail. Donc, je vous invite à lire le compte-rendu de la commission
de l'Assemblée nationale sur la gestion de la grippe H1N1. Ça pourrait être un copier-coller de ce qui était fait pour le Covid, sauf que là, les élus ont fait leur travail. Et surtout aussi, les journaux, les presses a fait son travail. N'a pas simplement accompagné les décisions du gouvernement. Diapo suivante. Alors, pour suivre des épidémies, il y a deux réseaux, il faut bien comprendre ça. Ces deux réseaux distincts sont le réseau Sentinelle et le réseau Santé publique France. Ils publient tous les deux des bulletins, entre autres, des bulletins hebdomadaires sur la situation sanitaire en France. Toutes les semaines, on a les chiffres des maladies infectieuses. Diapo suivante. Le réseau Sentinelle, diapo suivante, José. Alors là, on a besoin de ma fille, parce qu'on a besoin d'un document important. Le réseau Sentinelle. Le réseau Sentinelle, après, diapo suivante. Diapo suivante est composé de 1234 médecins généralistes et 128 pédiatres dans tout le territoire. Donc, il y a un maillage du territoire qui nous permet de suivre les pathologies infectieuses. Diapo suivante. Le réseau Santé publique France, qu'on va voir arriver. Diapo suivante. Est composé des données du réseau des SOS médecins, des données du réseau au secours qui sont en fait les urgences hospitalières, et pour certaines pathologies, des données du réseau Sentinelle. Diapo suivante. Léo, te voici, te voilà. Je passe la parole à un jeune étudiant qui a fait un livre pertinent sur la gestion du Covid et qui va maintenant vous expliquer les chiffres. Je mets là. Ok. Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis étudiant en licence de biologie à l'université d'Aix-Marseille. Et donc, mon but de mon intervention est déjà de faire un petit retour sur la période Covid en termes de chiffres et en termes de vaccination notamment. D'ailleurs aussi, je remercie l'association Chair à tout cœur et Jean-Jacques Coulon pour leur invitation. Donc, suivant. Alors, tout d'abord, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille au niveau de l'épidémie de Covid, ce sont les chiffres qui étaient donnés par le réseau Sentinelle, qui étaient, concernant le Covid, étaient bien inférieurs à ceux qu'on avait l'habitude de voir pour la grippe. Alors, je crois qu'ils vont donner un petit exemple. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir ici, chaque année, habituellement, le taux d'incidence, donc dont la définition est le nombre de malades, je précise bien de malades, hein, pas de cas, pour 100 000 habitants et par semaine. On voit que habituellement, on monte à plus de 500, 600 pour la grippe, et même parfois on dépassait les 1000, hein, tandis que pour le Covid, au pic de l'épidémie de mars 2020, on n'a pas dépassé les 140 cas malades pour 100 000 habitants. Voilà, vous pouvez passer. Sur les courbes que vous venez de voir, elles sont intéressantes en fait parce que l'année 2020 est représentée. Et on vous a dit qu'en 2020, il y avait une épidémie fantastique, tout le monde était débordé, etc., etc. Quand vous regardez les courbes, vous voyez que la courbe de l'année 2020 qui était en orange, en fait, était pas plate, mais dans les plus basses courbes qu'il y avait depuis 20 ans. Et c'est juste pour vous expliquer ce qui va vous expliquer, enfin, que vous compreniez mieux comment on peut modifier les chiffres et comment on a modifié les chiffres pour faire peur aux gens. Excuse-moi. 100 000, oui. Donc voilà, là vous avez un exemple. Donc déjà au niveau des statistiques de l'OMS, on voyait déjà que la surveillance de la grippe avait totalement disparu. Donc on n'avait quasiment plus aucun chiffre pendant la période entre le printemps 2020 et fin 2021. Et la courbe du bas, c'est l'ERNSAN qui est présidé par Laurent Toubiana, qui restitue les données de Sentinelle. Donc ils font un petit comparatif entre la grippe et le Covid. Donc comme je vous le disais, donc la grippe, on atteignait en moyenne 500-600 malades pour 100 000 habitants, tandis que pour le Covid, on n'a pas dépassé les 140. Et aussi, donc comme le disait Jean-Jacques Coulon, la surveillance de la grippe, du coup, a largement diminué, puisque, d'ailleurs, vous pouvez passer les diapositives, enfin une diapo.
Ok, bon, je termine quand même mon propos. En fait, on a déclaré beaucoup plus de cas de Covid par rapport notamment à la déclaration, chez le médecin généraliste, il y a eu des incitations financières à déclarer du Covid, puisque le Covid était facturé en médecine générale à hauteur de 55 € contre 25 € habituellement pour une simple grippe. Et idem dans les hospitalisations, nous étions à environ 2200 € de déclaration pour les patients Covid, pour une différence avec 1000 € pour une simple grippe. Oui, vous pouvez passer. Merci José. On peut remercier José. Devoir de mémoire. Diapo suivante. Que s'est-il passé pendant les années Covid? On va parler des tests PCR. Les tests PCR au début, avant l'épidémie Covid, ne servaient qu'à tester des gens qui avaient des signes cliniques. Je vous donne un exemple. Si vous avez une gastroentérite, vous vomissez, vous avez la diarrhée, et éventuellement confirmé, on fera un test PCR pour savoir si vous avez, par exemple, le rotavirus. Mais aucun d'entre vous serait venu l'idée, de dire, je voudrais savoir si ma fille et mon fils ont une gastroentérite. Et le médecin vous aurait dit, attendez, il vomit, il a la diarrhée, il a la fièvre. Il aurait dit, ben non. Et le médecin vous aurait dit, alors il n'est pas malade. On est bien d'accord. Donc on faisait ça au démarrage. Pour les deux réseaux, Santé publique France et Réseau Sentinelle, c'est important. Diapo suivante. Là, vous allez voir, on va vous passer celui qui a inventé le test PCR. Écoutez bien ce qu'il vous dit, parce que ça éclaire en partie pourquoi on a pu créer des épidémies ou faire croire qu'il y avait des épidémies importantes. Vas-y, José. The PCR is a method of analysis and wasn't designed to test for a virus. Mullis explains why. And with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean, because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si on amplifie les tests et qu'on cherche, si on veut chercher, on trouve. Voilà ce qu'il dit. Et donc, plus on amplifie les tests, on refait les tests d'amplification, plus on va trouver. Et le seuil d'amplification qui était normalement prévu pour que ça soit fiable, c'était un seuil, je me souviens plus, je crois que c'est 15 ou 18. Et en fait, nous, on l'a fait, ça a été fait en France entre 20 ou 25. Donc, en fait, on a rendu ces tests hypersensibles pour rechercher ce qu'on voulait rechercher. C'est ce qui vous explique. Et donc, on ne fait jamais une confirmation d'une maladie asymptomatique par un test PCR. Je redis, on valide une maladie parce qu'on a fait un test PCR. Mais c'est surtout la clinique qui prime. C'est pas le test, hein. T'es bien d'accord? Vas-y, passe la diapo. Alors, à quoi ça a servi? Donc, au début, c'est comme ça que ça s'est passé. Les deux réseaux Sentinelle ne se servent des tests PCR que pour confirmer les signes cliniques. Diapo suivante. Mais au cours de l'épidémie Covid, on va changer. Que dans un réseau. Le réseau Santé publique France va considérer dorénavant, au cours de l'année 2021, qu'un patient testé positif va être un cas Covid confirmé, comme s'il avait la maladie. Alors que le réseau Sentinelle, lui, va maintenir la notion juste, un patient positif avec signe clinique est confirmé par un Covid. Et vous allez voir que ça change beaucoup la donne. Diapo suivante. Là, c'est la vidéo de... On va écouter ce que dit un professeur allemand. Testen, testen, testen ist im Grunde eine implizite Strategieergänzung, die von der Politik vorgegeben wurde. Insgesamt heikel, da die Politik Vorgaben gemacht hat. Im Mai war bereits offensichtlich, dass es keine medizinischen Risiken gibt. Und nur durch die steigenden PCR-Zahlen hielt man die Vorstellung einer Pandemie aufrecht. Und der Schlüssel dabei war die Vorgabe von Minister Spahn, auf Teufel komm raus zu testen. Und zwar nicht Kranke, sondern gesunde Menschen, was man nie vorher gemacht hat. Und die Ärztezeitung schreibt, bezahlen müssen die gesetzlich Versicherten, die diese Milliardenlasten bis heute tragen. Pause.
Le RKI, en fait, ce sont des médecins qui ont pu avoir, par un lanceur d'alerte, les échanges entre les responsables politiques. Ah, il faut pas que je fasse ça parce que j'ai l'air d'un Dumbledore ou du cerveau. C'est Muriel qui je suis désolé, je l'ai fait, je suis pardonné. Alors, le lanceur d'alerte a pu révéler les échanges entre les décideurs politiques et les responsables de la santé publique. Alors que nous, en France, on n'y a pas accès. Et donc, quand ils ont analysé, ils se sont aperçus qu'effectivement, c'est ce que dit le professeur, il fallait tester. Souvenez-vous, en France, tout le monde devait se faire tester. Pourquoi il fallait se tester? C'est pas, vous allez voir. J'ai pas ma petite... sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, on va s'en servir Voilà. On va se servir des bulletins de Santé publique France et des bulletins du réseau Sentinelle. Pour la semaine je tombe pas. La semaine 33 de l'année 2021, donc Sentinelle, vous avez un taux d'incidence ici là de 13 pour 100 000 habitants. Alors attention, d'insuffisance respiratoire des voies supérieures. Ça concerne le Covid, la grippe et les autres virus. Tout est mélangé là. Mais vous avez que simplement, si j'y arrive, 13 cas pour 100 000 habitants. Quand vous allez dans le réseau Santé publique France, vous allez avoir 216 cas pour 100 000 habitants. Attention, que du Covid. Donc vous créez une épidémie Covid. D'accord? Deuxième bulletin, on va vous donner un deuxième exemple. Là, on vous le redit, 13 cas, et là vous avez 216 cas. Diapo suivante. Pareil, la semaine 46. Semaine 146 pour le réseau Sentinelle, je vais y arriver. Non, ça marche plus. Si. T'as été trop rapide. Hop. T'étais rapide, vraiment rapide. Reviens en arrière. Alors, t'es où là? Là, on vient de le faire. D'accord? Là. Là, on y va, c'est bon. Alors, je retrouve ma petite truc si ça veut bien marcher, oui. Là, vous avez un taux de 22 cas pour 100 000 habitants, le réseau Sentinelle. Et pareil pour la même semaine 46, Santé publique France, vous avez un taux que je vais trouver quelque part, taux d'incidence, pardon, 158 pour 100 000 habitants. Donc, on a continué la même logique, à faire croire qu'il y avait une épidémie importante. Diapo suivante. Et j'ai pas été le seul, on était un certain nombre. Diapo suivante, on vous le redit. On était plusieurs à émettre des doutes et à dire qu'on n'avait pas le droit de changer les références pour définir une épidémie. Diapo suivante, parce que on va être redondant. Alors voilà, ça c'est intéressant aussi. Quand on suit une épidémie, on a toujours on a suivi les épidémies avec des tests, et donc il y avait un taux de positivité des tests. Si vous preniez 100 personnes dans la rue et que vous les testiez, vous avez un taux de positivité de 5, ici %. Ça veut dire que 5 personnes sur 100, on va être déclarées positives. Nous sommes bien d'accord. Et on trouve l'année 2020, la semaine 33 de l'année 2020, pardon, un taux de positivité qui est 4,5. Et un an plus tard, vous retrouvez le même taux de positivité, 4,7. Donc, à peu près la même semaine, 21. Quand vous suivez la ligne rouge, vous voyez que là, il n'y a rien. Par contre, là, c'est curieux, c'est comme s'il y avait une grippe, comme s'il y avait une épidémie. Sauf qu'il y a un problème. Quand vous prenez cette flèche ici, là, vous avez le nombre de tests qui sont faits, donc vous voyez que c'est inférieur à 20 000 en 2020. Par contre, quand vous montez là-haut, hop, ben vous arrivez au-dessus de 120 000. Donc, cette courbe-là augmentée, c'est juste une augmentation des tests. Ça ne veut pas dire qu'il y avait l'épidémie. OK? Fallait apprécier, hein, tout le monde pouvait le faire, mais fallait chercher. Si vous ne cherchez pas, vous fiez à ce qu'on vous disait à la télé, bah, mon Dieu, ça on était débordés. Diapo suivante. Il y a quelques médecins, des professeurs qui ont été courageux, qui l'ont dit. Diapo suivante, José. Particulièrement un professeur qui avait fait tilt pour moi, parce que moi je pensais comme lui. Diapo suivante, José. Voilà. Diapo suivante. Le 17 juillet, on a fait 400 000 tests et il y avait 17 000 tests positifs. Le 17 juillet 21. Le 15 août, on fait 86 000 tests et il y a 27 000 tests positifs. Donc dans les journaux, vous avez le nombre de cas augmente, continue d'augmenter. Mais manque de peau, si on avait fait le même nombre de tests la semaine du 15 août, en fait vous en aviez moins. Voilà comment on peut manipuler les chiffres. Comprenez pour la prochaine fois. On va en faire attention à ça. Diapo suivant.
Alors, il faut tendre l'oreille. Et après, je pense que... Sachant qu'un décès dans les étapes, c'est soit un décès historique, soit c'est dès lors qu'il y a eu un cas dans les EHPAD. Dans les EHPAD, ils considèrent que tout le reste, ils considèrent que c'est probablement ça. Vous avez entendu que tout le reste, que c'est probablement ça. C'est ce que moi j'ai constaté. C'était... Oh, pardon. Tout le reste, il s'est dit tout petit parce qu'en fait, quand vous regardez l'épisode, il s'aperçoit qu'en fait, il est filmé. Et donc, en fait, il est un peu embêté. Mais en fait, il dit ce qui s'est passé vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on a comptabilisé des gens morts du Covid qui n'étaient pas morts du Covid. Mais tout le monde le sait maintenant. C'est plus un scoop, hein, franchement. Mais voilà, vous avez la confirmation qu'à cette époque-là, effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Diapo suivant. Alors, ça va changer les statistiques. Et là, du coup, je repasse la parole. Pour le Rivotril, d'ailleurs, qui est un vrai scandale sanitaire, ça, à mon jeune ami Léo. Léo. Alors, le gouvernement, en mars 2020, a pris la décision de mettre en place un protocole visant à injecter du Rivotril à toutes les personnes en détresse respiratoire grave, au lieu de soigner avec des traitements précoces qui fonctionnent. Donc, ils ont utilisé donc le Rivotril, alors que le Vidal, la Bible des médecins, entre guillemets, disait très clairement qu'il ne fallait surtout pas l'utiliser dans les cas d'insuffisance respiratoire grave, ce qui était le cas de ces patients. Et on apprend, grâce à un rapport de l'Assemblée nationale, que l'objectif était clairement de mettre en place des groupes d'intervention rapide, je cite, de fin de vie. Donc, il ne s'agissait pas de soulager seulement les patients, mais de mettre à terme plus vite leur jour. Donc, c'était clairement l'objectif. Donc, c'était un scandale. Et d'ailleurs, on va le voir au niveau des graphiques, au niveau des décès dans les établissements médicalisés pour personnes âgées. On voit que dès qu'on a mis en place le décret Rivotril, eh bien, s'en est suivi un pic très important de mortalité dans les maisons médicales. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant, je vais vous parler faire un petit retour en arrière sur les chiffres clés de la période Covid-19 suivant. Alors aussi, pour remettre en contexte les choses, on a fait croire à la population française que tous les hôpitaux étaient débordés, alors que au début de la période Covid, au début de l'épidémie et du confinement, on avait habilité seulement 108 hôpitaux des 2989 sur le territoire national. Donc, vous vous doutez bien que si on a une grosse épidémie, forcément, ces hôpitaux-là seront chargés, même saturés. Et les médias ont bien sûr profité pour calibrer toutes leurs caméras sur ce peu d'hôpitaux qui accueillaient tous les Covid de France. Suivant. Pour préciser ce que dit Léo, comprenez que cette année, on a une période de grippe qui est assez virulente. Et comprenez que tous les hôpitaux sont débordés. Vous voyez la différence de traitement. On n'est pas confiné, on vit normalement, et pourtant, on n'a pas peur. Également, pour remettre les choses en contexte, la politique sanitaire du gouvernement consistait à supprimer beaucoup de lits d'hôpitaux depuis pas mal d'années, et notamment sur la période pré-Covid, entre 2014 et 2019, ils en ont supprimé environ 21 000. Et pendant la période Covid, donc entre 2020 et 2023, alors qu'on nous disait oui, les gens qui respectaient pas les mesures sanitaires et les non-vaccinés étaient responsables de la saturation des hôpitaux, au même moment, le gouvernement a continué à même accélérer la fermeture des lits, et on est monté à plus de 22 000 lits supprimés en à peine 3-4 ans. Suivant. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a déclaré beaucoup plus de Covid que de grippe. Le but était de faire gonfler artificiellement les chiffres par les tests. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on avait une incitation financière chez les médecins à déclarer des Covid avec une majoration de 30 €, ce qui fait un total de 55 €. On retrouve la même chose à l'hôpital, où on a doublé carrément la tarification hospitalière, enfin du séjour hospitalier pour des personnes qui ont un Covid. Suivant. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on peut passer. Alors aussi, pour remettre également une mise en perspective des séjours à l'hôpital, il faut savoir que chaque mois, environ
entre 1 et 1 800 000 personnes vont à l'hôpital chaque mois pour un séjour. Et ici, le but du graphique était de mettre en perspective les patients Covid par rapport à tout le reste. Et comme vous pouvez le voir, le Covid a une place très modeste sur l'activité hospitalière. Pour donner un chiffre qui a été donné par l'ATIH, l'Agence technique de l'information pour l'hospitalisation, en 2020, l'occupation hospitalière, le Covid concernait environ 2% de toute l'activité hospitalière, ce qui est très faible. Et dans les soins critiques, on était de l'ordre de 5% en moyenne. Suivant. Ici, c'est un graphique qui vous montre que on a déplacé les maladies au profit du Covid. Comme vous pouvez le voir, les maladies récurrentes de l'appareil respiratoire et des maladies infectieuses. On voit que entre 2019 et 2020, les chiffres ont diminué, tandis que le Covid a remplacé le déficit qu'on avait pour les maladies récurrentes. Suivant. Également pour remettre les choses en contexte, parce que les médias nous ont martelé pendant toute la crise que les réanimations étaient saturées. Alors, il faut savoir que les réanimations sont saturées chaque année pour les grippes, pour toutes les maladies hivernales, un petit peu moins l'été parce que c'est un petit peu plus calme. Mais comme vous pouvez le voir également, le nombre de lits de réanimation en France est très faible. On a à peu près 5000 lits pour 65 millions d'habitants. Donc, ce qui fait que pour 100 000 habitants, on peut héberger seulement 2 à 3 personnes dans les départements les plus défavorisés, c'est-à-dire les départements en rouge et en violet. Donc, forcément, dès qu'il y a 3 personnes qui tombent malades pour 100 000 habitants, votre réanimation elle est déjà pleine. Voilà, c'est mathématique. Suivant. Alors ici, c'est pour vous montrer que il y a des conséquences des mesures. Les mesures gouvernementales ont tué des gens. C'est une réalité. Il faut savoir que à l'hôpital, dès le premier jour d'hospitalisation, eh bien déjà plus de la moitié des patients étaient placés en service de soins critiques et 18% de ces personnes sont décédées le premier jour. Alors, à ce que je sache, normalement, une maladie, ça met on met quelques temps pour incuber la maladie et développer la maladie. Normalement, on ne meurt pas le premier jour. Donc, en fait, cela témoigne que les patients sont arrivés beaucoup trop tard à l'hôpital et qui n'ont pas bénéficié de soins adaptés d'urgence. Voilà. Suivant. Alors, pour revenir sur les réanimations et soins critiques, je me souviens que pendant la période Covid, les médias et le gouvernement ont mélangé les termes entre soins critiques et réanimation. En réalité, donc la réanimation, je vous avais dit que on avait à peu près 5000 lits et on avait confondu les deux services, donc soins critiques et réanimation. Les soins critiques, en fait, regroupent 3 services, donc la réanimation, les soins intensifs et la surveillance continue. Et ce qu'ils ont fait au gouvernement, et l'erreur de calcul n'a toujours pas été corrigée encore aujourd'hui, on a pris tous les patients en soins critiques et on les a divisés par le nombre de lits de réanimation. Du coup, on a gonflé artificiellement les chiffres et de manière totalement frauduleuse. Suivant. Alors ici, ce sont les données que l'adresse a données très récemment, en 2024. Donc on voit en gris, ce sont tous les patients en dehors du Covid. Donc on voyait déjà qu'en 2019, les soins critiques est déjà saturé, même plus que ça. Et quand arrive le Covid, eh bien le nombre de patients a diminué et le Covid a remplacé donc cette petite part. Et quand on fait le calcul au niveau du pic de l'épidémie, le Covid a concerné environ 40% des soins critiques au maximum. Mais comme je le rappelle, on a un nombre de lits limité. Voilà, suivant. Alors ici, c'est pour s'intéresser un peu plus au détail des services, différents services de soins critiques. On s'aperçoit que effectivement, réanimation, selon l'adresse, on avait un pic qui a largement dépassé le nombre de lits en avril 2020. Mais quand vous regardez les autres services, soins intensifs et surveillance continue, eh bien, on voit que le Covid était très rare, voire quasi inexistant dans les soins intensifs. Donc en fait, le choix a été fait de mettre tout le monde en réanimation de suite au lieu de les mettre dans les autres services où ils auraient pu également bénéficier de soins d'urgence.
Donc, encore une fois, cela témoigne qu'il y a eu une désorganisation de l'hôpital, ce qui a encore également causé beaucoup de morts. Suivant. Je crois que ça, Dr Coulon. Alors, une première chose qui m'a choqué pour cette épidémie Covid, c'est qu'on a répété et on répète encore, le Covid, ça se soigne pas, c'est Doliprane à la maison. Je me souviens toujours avoir entendu cette phrase et me dire, on n'avait pas le droit. On n'a pas le droit de dire ça. Il faut que les gens qui sont malades voient le médecin d'abord et le médecin vous dira en fonction de l'examen clinique, de vos antécédents, de votre fragilité ou pas, si vous prenez ou pas un traitement. Mais il ne faut pas inciter les gens à rester chez eux et d'attendre 8 jours. Léo vient de vous le dire, plus on a attendu et plus on a eu de décès en fait. Et on sait qu'il y a des médicaments qui pouvaient marcher. Donc on pouvait faire autrement. L'ivermectine et l'azithromycine. Je souris parce que l'ivermectine, c'est le traitement de la gale et des parasitoses. Et je me souviens toujours avoir entendu à la télé dire que dans une maison de retraite, je ne sais plus si c'est en région parisienne ou dans la région Grand Est, ils avaient traité pour des épidémies de gale avec l'ivermectine et que les médecins avaient dit que c'était curieux, il y avait peu de cas Covid, peu de morts, peu d'hospitalisation. Moi, j'étais comme tout le monde à cette époque. J'ai dit, je ne vois pas trop le rapport entre un virus et un parasite. Parce qu'en fait, on est formaté. Quand on nous dit qu'une molécule agit pour une maladie, elle agit que pour la maladie. Mais on n'imagine pas que cette molécule, elle peut peut-être servir pour d'autres maladies. Et j'ai commencé à chercher. Entre ça se soigne pas et entre il y a peut-être des médicaments qui marchent, et j'ai commencé à chercher. Et en fait, les médecins ont alerté dans 2 régions différentes. Donc on peut pas, il y a pas une question de recrutement là. C'est dans 2 régions distinctes, région Grand Est et la région parisienne, où certains médecins ont constaté que dans les maisons de retraite traitées par ivermectine pour la gale, en fait, il y avait peu de morts Covid, peu d'hospitalisation et peu de réanimation. Donc ils ont été intuitifs. C'est ce qu'on appelle des observations de terrain, des études observationnelles. Et nous, les médecins de premier niveau, les médecins généralistes, notre rôle, c'est aussi ça, d'observer et de rapporter nos observations. Et donc, ils ont rapporté au gouvernement, qui a botté en touche avec l'agence du médicament en disant, c'est pas prouvé pour l'instant, faut attendre de faire des études. Sauf que les études, on les attend toujours. Alors que c'était pas difficile. Il suffisait de prendre 200 médecins dans l'ensemble du territoire français, ce qui spontanément a été fait puisqu'on l'a fait nous. Et puis, au bout d'un mois, vous aviez la réponse. Parce que dans les Covid aigus, au bout d'un mois, vous aviez la réponse. Je suis affirmatif. Il y a certainement assez de gens pour témoigner qu'effectivement, à la fois l'ivermectine et l'azithromycine marchent pour les Covid aigus. Par quel mécanisme? L'azithromycine, c'est pas un scoop, c'est une activité, un antibiotique qui a des activités antivirales. Et ça aussi. Plus tard, l'ivermectine aussi. Donc, moi, j'ai attendu patiemment. Diapo suivante. Le courant qui dit depuis 3 ans qu'il existe un médicament miracle secret que tel ou tel médecin a trouvé dans son laboratoire sans démonstration scientifique et qui aurait sauvé des tas de vies. Je vais vous répondre, je vais aller au bout de mon raisonnement. Donc l'ivermectine ne marche pas, la chloroquine ne marche pas, la colchicine ne marche pas. Il n'y a pas un seul pays au monde qui le considère encore. Et je vais vous dire un truc. Mais j'écoute, mais je l'assume complètement, c'est pas nouveau. Et avec moi, la communauté scientifique et médicale, et pas que française, européenne et mondiale. Monsieur, je dis juste que un soignant qui considère qu'un médicament qui n'a pas démontré son efficacité, qui n'a aucune validation ni nationale ni internationale, et qui est dans cette posture-là, je suis désolé, et qui refuse de se vacciner, est un soignant en qui, je le dis en tant que médecin, alors, je n'ai pas confiance. Diapo suivante. Donc, M. Véran, ancien ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement, diapo suivante, vous dit que ce n'est prescrit par personne et c'est prescrit dans aucun pays du monde. Ce qui est sidérant de ma part, c'est que c'est le représentant du gouvernement, c'est l'ancien ministre de la Santé, et qu'il ne peut pas ne pas savoir si ça a été distribué dans des pays. Et une des premières choses qui m'a incité à donner l'ivermectine, c'est en particulier en Inde, où vous avez 2 États, l'Uttar Pradesh sur votre gauche et le Kerala de l'autre sur la droite. Le premier État a traité avec l'ivermectine avec des kits, dont l'ivermectine. Le deuxième État a donné le remdesivir. Il n'y a pas photo. Et ça a été donné dans d'autres pays. Vous avez tout ce qui est en vert, c'est les pays qui auront pu prescrire l'ivermectine. Ce qui est étonnant et qui peut heurter, c'est que c'est moi qui suis au Conseil de l'ordre des médecins. C'est moi. Et là, on peut laisser parler un représentant de l'État, ancien ministre de la Santé, il lui-même qu'il est médecin, sans qu'à un moment donné dans la presse, on s'étonne de ses propos. Ça aussi, ça a joué.
Diapo suivante. Bon, ça c'est vous avez toutes les études sur le site qui a marqué sur le pareil qu'on a mis. Hein. Donc vous avez maintenant des dizaines d'études sur l'ivermectine, c'est pas un scoop. Et effectivement, ça joue sur le Covid aigu et vous allez comprendre pourquoi après. Diapo suivante. Ça c'est la molécule miracle. Au début, on a discuté entre nous et on comprenait pas pourquoi l'ivermectine agissait assez vite. Et on avait, en discutant entre nous pour ceux qui le donnaient, constaté que les gens, un Covid aigu, c'est ça, hein, c'est que vous êtes pas bien, vous avez de la fièvre, des douleurs articulaires, musculaires, vous avez des maux de tête, et puis un espèce de brouillard cérébral, et vous êtes essoufflé. Et parfois, pas qu'avec que l'ivermectine, hein, il y a les érythromycines, la vitamine D, la vitamine C, vous avez une amélioration spectaculaire en 2-3 jours. Et nous, on comprenait pas pourquoi. On voyait bien que ça marchait. On n'avait pas, intuitivement, on s'était dit, c'est comme s'il y avait des micro-emboles. Micro-caillots qu'on ne voyait pas aux examens standards, mais qui étaient dissous rapidement par l'ivermectine. Ça, c'est intuitif, mais on n'avait pas l'explication. Diapo suivante. Et donc, on a vu paraître un article, mais de 2022, hein, expliquant, je me souviens plus le nom du professeur, mais vous le retrouverez sur le site, à chaque fois j'oublie. Donc, c'est à l'UHU de Marseille. Des médecins les ont avertis. Et ce que nous, on avait constaté sur le terrain, c'est-à-dire que l'ivermectine pouvait agir très vite et qu'ils étaient tous surpris. Et donc, en fait, ils sont aperçus que le Covid provoquait une espèce d'empilement de globules rouges. On a une diapo, normalement, où c'est marqué. On l'a enlevé, la diapo? Bon, c'est pas, on revient en arrière. Enfin bref, ça empile les globules rouges. Et donc, du coup, ça ralentit la circulation et ça ralentit l'apport d'oxygène. Et ils ont constaté que l'ivermectine, non seulement empêchait cet empilement de globules rouges, mais quand il existe, eh ben, il libère les globules rouges. Et donc, assez rapidement. Ce qui peut expliquer probablement ce que nous, on voyait sur le terrain. Diapo suivante. Mais depuis, on a constaté que contrairement à l'hydroxychloroquine qui marchait au début sur le Covid, le professeur Raoul, il a raison, hein, je suis désolé de le dire, mais il a raison. Il est reconnu internationalement par plein de pays, mais pas chez nous. Voilà, ça c'est curieux, mais c'est comme ça. Mais l'ivermectine agit sur tous les variants. Parce que, en fait, et vous pourrez aussi chercher le poste du professeur Fontini, poste qu'on peine à trouver. Il faut bien vous rendre compte que les GAFA, quand on veut chercher des informations, vous pouvez taper ivermectine et puis Covid, on va vous expliquer que les études qui ont été faites, la plupart ne prouvent que ça marche pas. Mais qui date de 2021. Moi, j'ai fait ça. Donc, le professeur Fontini explique que cette molécule est flexible. Elle s'adapte, en fait, aux variants jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'elle continue de marcher avec les nouveaux variants. Diapo suivante. Et donc, je vous redis, ivermectine, azithromycine, insuffisamment éprouvé. Si on le rend insuffisamment éprouvé, on fait pas d'études. Si on nous nie, nous, médecins généralistes, qu'on peut faire des études observationnelles et qu'on peut être des lanceurs d'alerte sur des thérapies qui peuvent marcher, alors ça veut dire qu'on n'est plus des médecins libres et indépendants dans nos prescriptions et dans notre réflexion et dans notre analyse, mais on est devenus des officiers de santé publique avant tout. Et ça, c'est très grave et c'est très important. Je vais vous donner un autre exemple pour ça. Maintenant, on a modifié le règlement par rapport à nos prescriptions. Pour certaines pathologies, il faut qu'on fasse des erreurs et qu'on soit capable d'expliquer pourquoi on les a données. Pourquoi on a prescrit tel médicament, ce qui n'était pas le cas avant. Mais ça veut dire que si vous mettez l'intelligence artificielle dans les caisses de sécurité sociale, ça veut dire qu'à l'instant T, vous faites l'ordonnance, on pourra vous demander de justifier pourquoi vous avez fait ça sans voir le patient. C'est pour ça qu'on a fait le lien avec l'intelligence artificielle. Diapo suivante. Covid long. On va prendre 2 minutes pour expliquer ce que c'est qu'un Covid long. Quand on a compris que l'ivermectine, en fait, agissait sur la protéine S, quand ces vaccins à thérapie génique sont arrivés sur le marché, en fait, on vous fait produire de la protéine S par certaines de nos cellules. Et donc, on s'est dit, quand on a vu apparaître les effets indésirables, dont des Covid longs, puisque les Covid longs ressemblent à des Covid aigus, mais longs, et que c'est dû à la protéine S, alors ça vaut peut-être le coup de se dire, on va prescrire l'ivermectine, puis on va voir. En présentant le patient, en pendant être prudent, mais bon, intuitivement, ça pouvait s'expliquer. Un Covid long, ce sont des gens qui, après avoir une dose de vaccin ou un Covid, les deux, hein, j'insiste, parce qu'en ce moment, il y a une étude qui est faite par le Covid Lab que j'ai participé, et en fait, c'est un suivi des Covid, mais jamais le distinguo est fait entre un Covid après la vaccination ou un Covid après le vaccin, après le Covid. Et pourtant, moi, j'ai envoyé des cas où c'était vraiment après la vaccination. On pourrait revenir d'ailleurs pour les troubles du cycle. Ce sont des gens qui vont être fatigués de manière un peu inexplicable, qui peuvent avoir un essoufflement de manière inexplicable, qui souvent perdent de la force musculaire,
qui ont donc un périmètre de marge diminué, qui ont des troubles cognitifs, c'est-à-dire qu'ils sont ralentis quand ils réfléchissent. Il faut vraiment se concentrer pour arriver à se concentrer. Ils ont des troubles de la mémoire, ils ont une espèce de ralentissement idéatoire et des troubles du sommeil. Et comme on ne sait pas ce qu'ils ont, ils sont souvent tristes et irritables. En même temps, ils peuvent avoir des douleurs articulaires, musculaires ou tendineuses qui peuvent être vraiment invalidantes, avec des douleurs des thoraciques et des douleurs des maux de tête. Plus, chez les femmes, des troubles du cycle et des règles avec des cheveux. Parfois, les troubles du rythme cardiaque et du transit, plus les troubles cutanés. Enfin bref. Donc, c'est polymorphe. Et on va vous expliquer après pourquoi c'est polymorphe, parce que c'est dû à la protéine S et qui perturbe un système hormonal. Donc, je vous ai défini ce que c'était qu'un Covid long et que, pour ce qui me concerne, moi, je persiste et je signe. On peut soigner les Covid longs. Et donc, il ne faut pas désespérer. Pour une part, ils peuvent être améliorés ou guéris. Je le redis avec force. C'est la même chose. L'ivermectine agit. La vitamine D agit. J'ai assez soigné de patients pour dire qu'il faut. Alors, faut le faire de manière encadrée. Faut voir un médecin, faut avoir un suivi. Mais si, il faut pas désespérer. C'est important parce qu'on va parler des effets indésirables dans l'autre salle. Donc, des vaccins, voire des Covid longs. Et je répète toujours ça. Les patients qui, de bonne foi, disent à la télé, on m'a dit de faire avec parce qu'il n'y a pas de solution. Non, ça me met hors de moi. Non, on peut aider. Pourquoi c'est une vraie souffrance pour les patients? Parce que parfois, ils ont une errance médicale. Vous avez mal à la tête, vous voyez le neurologue voit, trouve rien, mais vous dit non, vous avez rien. Vous avez des douleurs thoraciques, vous voyez le cardiologue, il dit bah non, on a fait un bilan cardio, il n'y a rien, on ne voit pas ce que vous avez. Vous n'avez pas le moral, vous êtes irritable, vous allez voir le psychiatre, mais vous dites écoutez, non, c'est peut-être une déprime, un burn-out, mais sinon vous n'avez rien. Donc en fait, on tourne en rond. Parce que le fond du problème, c'est la protéine S, pour ce qui nous paraît le plus essentiel. Pas tout le temps, des fois il y a des gens qui semblent avoir un Covid long, mais il y a d'autres facteurs qui doivent pouvoir interférer là-dessus. Donc voilà où nous on est dans notre réflexion, ce qui n'est pas forcément la vérité du monde, hein, mais c'est en tout cas une réflexion importante. Diapo suivante. C'est quoi? C'est une bonne chose, ça. Ça, c'est l'étude Covid où en fait on a suivi plus de 200 patients de Covid long, fait par l'INSERM, où moi j'ai participé et on a envoyé un certain nombre de patients dans cette étude. Je suis dessus, et c'est pas une question de fierté de ma part, hein, c'est une question juste de pragmatisme. Je suis de ceux qui en ont le plus envoyé sur les 200. J'ai envoyé plusieurs dizaines. Pourquoi? Systématiquement, quand je suis à ma Bourges, dans les jours de garde, je pose la question et j'explique aux gens ce que c'est qu'un Covid long. Et systématiquement, tous les jours, j'en trouve un ou deux. C'est juste ça. Au Danemark, ils ont fait une étude et ils pensent qu'il y a 25% de la population qui ont un Covid long. Et dans l'étude de Covid-LED, d'ailleurs, l'INSERM le dit très bien, il y a au moins 2 millions à 2 millions de personnes qui ont un Covid long. Donc, gardez en mémoire tous les signes cliniques que je vous ai dit et essayez de réfléchir si par contre on ne pourrait pas aider les gens. Diapo suivante. Là, c'est moi ou pas moi de parler? C'est le retentissement. Adultes, tout en infantilisant énormément les adultes. C'est une manifestation du totalitarisme. La politique s'est vautrée dans du management de bas étage, en fait, qui se mêle déjà de ce qui se passe dans la cour de l'école quand il y a du harcèlement scolaire, où ils sont supposés protéger les enfants. L'État doit assumer les missions régaliennes. La famille doit assumer l'éducation. C'est la diapo suivante, et je pense que c'est la pause, là. Allez, passe la diapo suivante. Oui, c'est ça. Donc là, c'est la pause. On est d'accord. Vous allez vous reposer si vous voulez. Question peut-être. Question ou pas question? Finalement, vous avez continué à pratiquer? Non, finalement, pendant 2 ans, j'ai continué à pratiquer, mais à compter d'aujourd'hui, je suis interdit pendant 3 mois. Il y a un micro? José, vas-y, José. Madame. Bonjour, donc je suis ophtalmologiste, j'ai été suspendue pendant 2 mois parce que je ne voulais pas me faire vacciner. Je suis passé au conseil de discipline, j'ai écopé d'un blâme parce que j'ai fait courir un grave danger à mes patients en n'étant pas vacciné. Pendant ma suspension, mes secrétaires ont envoyé des renouvellements d'ordonnances parce que malheureusement, on a beaucoup de patients chroniques. Et maintenant, la sécurité sociale me demande de rembourser tout ce que j'ai prescrit pendant ma suspension. Voilà. C'est la sécurité sociale, c'est notre santé, c'est merveilleux. Et en plus de ça, en tant qu'ophtalmologiste, on a énormément d'effets secondaires des vaccinations. En particulier, dernièrement, j'ai eu un patient qui a fait une thrombose de l'artère centrale de la rétine 8 jours après la vaccination, alors qu'il était sous anti-agrégant plaquettaire. Et j'ai signalé, moi, plusieurs cas de névrite, de paralysie oculomotrice, de beaucoup de pathologies. Mais malheureusement, on n'a pas de retour. Je ne sais pas si ça porte quelque chose de signaler.
Alors ça va être abordé dans la deuxième partie avec Solidéclat et après avec le syndicat Liberté Santé pour les deux cas. Donc là, on va se concentrer sur ce qu'on vient de dire. Mais on t'oublie pas, hein, c'est que Solidéclat va intervenir et le syndicat Liberté Santé après. J'irai vous voir tout à l'heure. Oui, oui. Dans vos diapos, il y avait une allusion à un comité de surveillance du Conseil de l'ordre qui aurait détecté vos manquements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Non, c'est pas un comité de surveillance, on peut pas dire ça. Dans les années Covid, les directives par les ministères étaient données. Donc, les administrations ont appliqué les directives. Et le Conseil local a appliqué les directives. Et je le redis, le Conseil local a été patient à mon égard. Bon, moi, je ne peux pas faire de reproche. Chaque administration a décidé en son âme et conscience. Moi, je ne critique personne et je ne veux à personne. Je le dis, je le redis. Donc, la sécurité sociale a fait ce qu'elle avait à faire. L'ARS a fait ce qu'elle avait à faire. Le Conseil local a fait ce qu'il avait à faire. Point. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'à travers mon cas, ce soit d'autres cas et que les gens se disent, est-ce qu'on aurait dû faire autrement? C'est ça la question qu'on pose. Moi, je ne reproche rien à personne, je le redis. Est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Aux éléments qu'on a, en fonction des éléments qu'on a maintenant, mais aussi en fonction des éléments qu'on avait. Comment on a pu, à ce point, perdre un peu la raison de la recherche et de l'intuition? Comment on a pu à ce point être conditionné parce qu'on nous répétait à longueur de journée. Conditionnement qu'on essaye, à mon avis, de commencer à faire pour l'IA. Mais là, les journalistes, les hommes politiques, les représentants syndicaux peuvent se poser des questions parce qu'on leur a fait confiance. Quand vous avez un ministre de la Santé qui vous dit que les vaccins sont efficaces, il n'y a pas d'effet indésirable et les cliniques sont terminées, qui vous allez croire de prime abord? Le ministre de la Santé ou le médecin dans la campagne que je suis? C'est ça ce qui était difficile. Et quand on vous fait croire qu'on va tous mourir du Covid, alors que, je pense au milieu de l'éducation nationale, on a changé l'école de la République en faisant une vaste caserne. Donc on a imposé des masques à des enfants, on les a martyrisés, on leur a appris à avoir peur les uns des autres, à dénoncer les uns des autres et à ne plus réfléchir. C'est l'inverse de l'école de la République, où on est censé acquérir un savoir, respecter les autres et garder une autonomie et liberté de penser. Mais le monde enseignant comme le monde médical, vous voyez bien que l'épidémie de grippe, comment ça se passe cette année? Les enfants sont malades. Quand j'ai discuté parfois avec des enseignants, je leur dis, mais attendez, vous voyez pas d'enfants malades? Non. Mais alors? Eh ben, pourtant, on applique. Donc, c'était difficile de résister. Ne croyez pas que ça soit simple pour moi. Moi, j'ai été aidé parce que, il y a des gens qui m'ont fait confiance, que les patients m'ont fait confiance et que j'ai vu qu'effectivement, ça rendait service aux patients. Et ma première raison d'être, c'est, comme je le dis, pas appliquer des recommandations, c'est de soulager ou guérir les patients. Mais si on applique, on est devenu des officiers de santé publique, c'est pas ça. C'est d'abord appliquer ce qu'on nous dit. C'est ça le danger qu'on veut soulever. Et je suis pas sûr que l'ensemble des confrères aient vu qu'à travers mon cas, c'est cette liberté-là qui était remise en cause. C'est ça qu'on veut te solliciter et toucher du doigt. Mais je répète, moi, je critique personne. Oui, bonjour. Ce qui manque surtout en Europe, c'est qu'on ne peut pas faire des interventions judiciaires en groupe, vu que ça doit être individuel, donc ce qui permet justement qu'à personne, enfin, que ça coûte tellement cher la justice que c'est impossible d'intervenir comme ça, puisque c'est interdit en Europe. Nous, en Belgique, donc je suis belge, on a fait le consentement éclairé. C'est ce qui faisait que quand on se présentait donc dans un centre de vaccination, on demandait aux médecins de dire les effets qui pourrait y avoir après l'injection. Et bizarrement, pour tester le papier que j'avais fait avec des gens qui étaient juristes chez Big Pharma, il y a quand même des gens chez Big Pharma qui sont quand même compétents et qui savaient ce qui se passait. Et donc, on a été dans plusieurs vaccinodromes se faire vacciner, et en présentant d'abord le papier, et il n'y a aucun médecin qui a voulu nous vacciner. Et donc, j'ai remis ce papier à des avocats français pour faire ce pareil en France, pour justement avertir la population et donner un moyen de ne pas se faire vacciner. Et bizarrement, en France, il y a personne qui a voulu le prendre, ce papier. Et avec ce papier-là, on a réussi à faire que la loi vaccinale en Belgique ne passe pas. Et donc, je me demande pourquoi en France, ça n'a pas été le cas. Et je pense. Alors, ma question, c'est on parle ici des nouvelles injections pour les enfants, qu'il y a énormément d'injections qui va se faire. Et on parle aussi que les nouveaux vaccins, j'aime pas dire vaccin, je préfère parler d'injection, les nouveaux
les nouvelles injections seront aussi à ARN messager pour tout ce qui est maladie d'enfant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai et quels sont les risques? Alors ça, on pourra l'aborder dans le thème de la table ronde sur les nouveaux vaccins. Mais tu as raison de souligner, c'est bien la préoccupation des années à venir. Il faut bien comprendre qu'en France, enfin même pas qu'en France, dans le monde, c'est la première fois que dans l'histoire du médicament que les laboratoires ont été exonérés de leurs responsabilités. Ça s'est jamais vu avant. Et que les médecins qui vaccinaient étaient aussi exonérés de leurs responsabilités. Ça s'est jamais vu avant. Étaient aussi exonérés de leurs responsabilités. Ça s'est jamais vu. On vous donnait un papier où on vous disait été informé des vaccins Covid, non. Ça voulait rien dire. Ça aussi, c'était choquant. Et donc, en Belgique, vous avez pu y arriver, mais nous, on était tellement si peu nombreux à dire, attendez, il faut faire attention. Ce qu'on demandait, nous, à l'époque, c'est qu'on se pose, que le monde médical, scientifique se pose, et qu'on puisse avoir un vrai débat posé sur cette nouvelle thérapie, qui est une nouvelle thérapie. C'est pas la peine de tourner autour du pot. On le dit, les gens sont capables de comprendre, et ils se le font ou pas injecter s'ils le souhaitent. Mais ce débat-là, il était impossible. Dans l'hystérie collective qu'il y avait à l'époque, impossible. Tout de suite, complotiste, tout de suite, voilà, mais non, anti-vax, on n'est pas anti-vax. On veut simplement se poser et réfléchir. Donc, on arrive un peu mieux maintenant à le faire. Voilà. Pour le reste, les questions, on l'abordera dans les tables rondes. Parce qu'il faudrait peut-être faire une pause. Parce qu'il se trouve qu'on a des trucs à régler, qu'on n'a pas réglés. Et il vaudrait mieux pour la suite des événements qu'on le règle. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, dans 10 minutes. OK? Il est où Ah, le planning, il est là. Je crois. Je rien pas. Non, voilà. C'est lui qui l'a. Parce que lui, il est direct sur la base de comptoir. On a pas alors, fais voir le PowerPoint. Ça, tu le passes en entrée, d'accord? Pour la prochaine fois, on est d'accord? Je reviens en arrière. Voilà, tu reviens en arrière, on est d'accord. Parce qu'après, moi, je sais pas trop, là, qui intervient après, ça doit être Solid Éclat, normal. Tu voulais me demander? C'est pas moi qui dis jusqu'à lui. Après, le reste, je ne sais pas. On n'a pas fait une. Ah non, mais. Non, moi, je m'en fous. Moi, on m'a dit. Trial. 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 Trial.